Premier conseil, vous voulez divorcer à 90% ou à 120%. Il y a souvent qui me disent à 95%. Je dis non, c'est pas suffisant. c'est pas suffisant. Vous revenez vers moi quand vous allez, trucs, etc. Deuxième conseil, et je pense que c'est très important d'obtenir des conseils avant même de mettre le pied dans l'histoire. Et le troisième et dernier conseil, général, c'est que si c'est possible d'aller à l'amiable, même de faire des concessions, l'amiable, c'est préférable. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je dirais pas tabou, mais un sujet dont on n'en parle pas beaucoup, c'est des conseils pour divorcer. Pour ceux qui ont pris la décision ou qui sont en train de prendre la décision, que faut-il savoir pour divorcer? Et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir Cathy Bisraor Ayash. Bonjour Cathy. Bonjour Olivier. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre de parler de ça, mais en même temps, lorsque la décision est prise ou lorsqu'on est en train de prendre une décision de se séparer, de divorcer, il y a des choses à savoir. Et alors, d'abord, c'est vrai que chaque cas est spécial, mais est-ce qu'il y a des conseils comme ça qu'on peut donner d'une manière générale aux personnes qui sont en train de divorcer ou qui ont envie de divorcer? Et avant de vous répondre exactement sur cette question, j'aurais juste vous dire que dans le monde juif, le droit à l'erreur existe. C'est-à-dire que le divorce, c'est une mitzvah. D'ailleurs, on dit lorsque un homme donne le guet à sa femme, c'est une mitzvah. Ouais. Ça fait partie des mitzvot. Et vous ne trouvez pas ça dans d'autres religions, dans d'autres cultures. Et de la même manière que le mariage est sacro-saint, le kiddushin, kadosh, ça, de la même manière, le divorce aussi est, je ne veux pas dire sanctifié, mais est protégé également par la loi. La preuve est dans le Talmud. Ouais. Vous avez des macérot kiddushin, etc. Et vous avez gittin. Gittin, c'est une des macérettes. Et non seulement, même les macérettes qui sont des choses dans le monde financier, etc. Même ça, à chaque fois, il y a des références au gittin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Exactement. Et c'est écrit dans la Torah, dans le livre de Varim, dans le dernier de Deutéronome, c'est écrit noir sur blanc, la possibilité de l'erreur. En fait. Donc, ça, c'est juste que je pense que c'est important de dire, de dédramatiser, si vous voulez. Ça. Et je pense que c'est le divorce est dédramatisé dans le monde juif, et je pense que c'est important. Maintenant, au niveau du conseil, écoutez, c'est sûr il y a beaucoup de conseils à donner, mais si je veux donner, disons, 2 conseils, deux. Ouais. Premier conseil, je dis toujours, lorsque quelqu'un vient vers moi, je lui dis, vous voulez divorcer à 90% ou à 120%? C'est la question que je pose. Il y a souvent qui me disent à 95%. Je dis non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous revenez vers moi quand vous allez, trucs, etc. Je pense qu'il faut divorcer à plus que 110%, parce que un divorce, c'est un tremblement de terre, d'accord? C'est vrai, mais c'est un tremblement de terre. Donc ça, je pense que ça, c'est le premier conseil qu'il faut donner. Il faut réfléchir d'abord avant de rentrer dans l'histoire du divorce. Le deuxième conseil 3 conseils. Deuxième conseil, il faut être conseillé. Ne pas, parce que j'ai vu plein d'histoires de femmes ou d'hommes qui ouvrent des dossiers d'une manière erronée, etc. Et après, elles viennent vers moi pour corriger les erreurs. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a tellement d'organisations, même chez nous, il y a des organisations qui donnent des conseils gratuits, des organisations de femmes, etc. Et je pense que c'est très important d'obtenir des conseils avant même de mettre le pied dans l'histoire. Et le troisième et dernier conseil, général, c'est que si c'est possible d'aller à l'amiable, même de faire des concessions, l'amiable, c'est préférable. C'est ce que conseillent aussi la plupart du temps les tribunaux, que ce soit rabbinique ou civil. Écoutez, aussi bien le civil que le rabbinique, l'objectif, c'est d'amener le couple à un accord. Et d'ailleurs, la structure législative aujourd'hui du divorce en Israël, qui est très révolutionnaire, impose une période de 60 jours de médiation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui venir et dire, voilà, je veux divorcer, comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années. Vous ne pouvez pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'ouvrir ce qu'on appelle un dossier, ça s'appelle Isho Sirsour, règlement du conflit. On vous donne, vous voulez, ok, très bien, 60 jours, vous rencontrez une assistante sociale, vous rencontrez des médiateurs, etc. Une sorte d'enveloppe, si vous voulez, de 60 jours avant de se lancer dans la procédure des divorces. Alors justement, concernant cette procédure de divorce, en Israël, il existe quelque chose qui est totalement spécifique à Israël, qui n'existe pas dans les autres pays, c'est le Beit Din et le tribunal rabbinique et les tribunaux civils. Alors, comment doit-on choisir ? Si on doit choisir. Ça, c'est vraiment un des grands dilemmes. D'abord, juste un mot historique pour qu'on comprenne. Cette histoire, elle date de 1995, en fait. En 1995, il y a une loi qui est passée
à la Knesset, à la majorité, et qui a décidé de la création des tribunaux, des Bet Mishpat, des tribunaux civils, Inyane Mishpacha. D'abord, ça a commencé, il n'y avait que des tribunaux rabbiniques. Alors, il y avait, si vous voulez, il y avait les tribunaux rabbiniques s'occupaient en grande majorité Si vous aviez des problèmes, par exemple, des problèmes financiers, vous pouviez aller au civil, Mais le divorce, c'était le tribunal rabbinique. Et là, 1995, vous vous rappelez au niveau politique, etc., la force justement politique qui voulait diminuer la force des tribunaux rabbiniques, ils ont créé, donc à ce moment-là, a été créé quelque chose qui n'existe nulle part dans le monde, qui est une concurrence de compétences. C'est très compliqué. Maintenant, il faut savoir que la concurrence de compétences, elle est sur les sujets du divorce, c'est-à-dire elle est sur la répartition du patrimoine, les enfants, mais pas sur le get. Le get, l'acte de divorce, c'est l'exclusivité. C'est-à-dire que même si vous menez une procédure uniquement au civil, vous êtes obligé ensuite d'aller au tribunal rabbinique pour le get, pour la cérémonie du get. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut choisir? Chaque cas est particulier. Et ça a évolué également avec le temps. Et quand on vient et on me dit, voilà, parce que chez nous, on a aussi bien des avocats rabbiniques que des avocats. Donc, on dit, à chaque fois qu'il y a un cas, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire. D'abord, il faut savoir que pendant la période des 60 jours, on n'a pas à choisir. Mais celui qui a ouvert le premier le dossier, c'est lui qui choisira entre le civil et le rabbinique. Donc, haute conseil, ouvrez le premier le dossier. C'est obligatoire. Chaque fois que quelqu'un m'appelle, je dis d'abord on ouvre un dossier. Parce que même si j'ouvre un dossier au civil ou au rabbinique, au bout des 60 jours, que j'ai bien étudié le dossier, je peux choisir qu'est-ce que je veux. D'accord. Maintenant, si je peux donner rapidement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout ce qui concerne la garde des enfants, le civil, en automatique, il donne la garde partagée aujourd'hui, même pour les bébés de 1 mois. Au civil. Au civil, même lorsque la mère n'allaite pas. Dès que le bébé naît, il donne, peut-être pas 1 mois, mais très rapidement, il donne la garde partagée. Quasiment, comme en France, comme aux États-Unis, aujourd'hui, la garde partagée, c'est le modèle. Au rabbinique, ce n'est pas le cas. D'accord. Au rabbinique, il y a aussi de plus en plus de garde partagée, mais pas avant 6 ans, et même après 6 ans, pas toujours, etc. Donc, si, par exemple, une femme, elle ne veut pas la garde partagée, etc., alors je dirais, voilà, c'est plus important le rabbinique. Maintenant, au niveau de la pension alimentaire, les pensions alimentaires sont toujours plus élevées également dans les tribunaux rabbiniques, il faut savoir. Donc souvent, les hommes vont maintenant au civil et les femmes au rabbinique en raison de l'histoire de la pension alimentaire. Maintenant, ce qui est très, très délicat, et ça demande vraiment une étude du dossier, c'est la répartition du patrimoine. Parce qu'il y a des cas où il vaut mieux aller au civil. Et il y a des cas, il vaut mieux aller au rabbinique. Je ne peux pas évidemment résumer, il y a des problèmes d'héritage, il y a des problèmes est-ce que c'est un patrimoine d'action, de société, etc. Et chaque cas, et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un conseil sur ce domaine spécifique-là. Alors justement, on a parlé un peu, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur la garde des enfants. Aujourd'hui, donc, de plus en plus, la garde des enfants est partagée. Ça devient en fait la norme ? Écoutez, ce qui se passe aux États-Unis... Comment vous l'expliquez ? Je vais vous dire. D'abord, ce qui se passe aux États-Unis, il y a 30 ans, ça arrive ensuite en Europe, et ça arrive en Israël. D'accord ? Et pour le bien et pour le... Il y a des avis différents au niveau, je parle psychologique et éducatif, etc. Aujourd'hui, la garde partagée, c'est devenu une norme. D'accord. Une norme, si vous voyez par exemple ce qui se passe aux États-Unis, c'est en automatique lorsque les deux parents sont lorsque le père veut bien avoir aussi la garde partagée. Quand il veut pas, c'est une autre histoire. Mais en France également, c'est la même chose. En Israël, ce que je viens de dire, dans les tribunaux civils, ça devient presque une automatique. Et aujourd'hui, vous avez, contrairement à ce qui se passait avant, vous avez les papas, les pères qui veulent la garde partagée. D'accord. Alors les femmes, bien oui, mais c'est jamais occupé des enfants. Oui, c'est jamais occupé des enfants lorsqu'ils étaient mariés. Mais maintenant qu'ils sont divorcés, ils veulent s'occuper des enfants. Le travail à la maison, etc. Tout ça permet une garde partagée. Donc aujourd'hui, ça c'est la norme. Maintenant, il y a énormément en Israël de problèmes, si vous voulez, des femmes en général qui s'opposent à l'histoire de la garde partagée. Et c'est pour ça que sur ce point-là, en général, on conseille dans ces cas-là, d'aller au rabbinique, parce qu'au rabbinique, il y a plus de chances de ne pas obtenir la garde partagée. L'histoire de la garde partagée, c'est très discuté. Aussi bien, il y a des études qui ont été faites, parce que c'est quelque chose qui existe depuis 30 ans aux États-Unis, et qui ont montré qu'il y avait des effets très positifs. Il y a d'autres qui montrent également des effets très négatifs. Et ça a une influence particulière aussi sur la pension alimentaire. Évidemment, évidemment, c'est ça, c'est un des problèmes. C'est pas seulement la raison, d'accord. Je pense qu'il y a des papas, il y a des pères qui veulent vraiment éduquer leurs enfants moitié-moitié. Et qui veulent vraiment être ce qu'on appelle Abba Mashmaouti, un père vraiment présent. Mais c'est sûr que lorsque vous avez une pension alimentaire, s'il y a à peu près le même niveau de revenus, il n'y a pas de pension alimentaire.
Okay, quand vous avez garde partagée, il n'y a pas de pension alimentaire. Alors chacun assume les frais, moitié-moitié les écoles, moitié-moitié les problèmes de brio, les problèmes de santé, de médicaux, etc. Et donc, si vous voulez, maintenant, quand il y a des différences, c'est très important de préciser, quand il y a des différences très importantes de salaire, alors même quand il y a la garde partagée, oui, il y a une pension alimentaire. Alors, on va peut-être parler aussi de la ketouba, parce que c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, il y a une tendance à une demande systématique de la ketouba. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, ça, c'est passionnant. Pour moi, je vais vous dire, quand je suis rentrée Toinette Rabbani, il y a à peu près maintenant une vingtaine d'années, on avait étudié la ketouba, les femmes ne venaient pas me dire « je veux ma ketouba ». C'est né à peu près il y a une quinzaine d'années. Comment il faudrait ça aussi, faire une étude, savoir comment c'est fait. Maintenant, il faut savoir ce que c'est. La ketouba, c'est le droit de la femme. C'est quelque chose qui date de milliers d'années, qui est écrit dans le Talmud et bien avant. La femme, lorsqu'elle se marie, elle a le droit, il y a une ketouba où l'homme marque une somme d'argent. Et lorsqu'elle divorce, elle a le droit à cette somme d'argent. Jusqu'à présent, il y a quinzaine d'années, les femmes ne venaient pas à demander la ketouba. Tout d'un coup, une a demandé, l'autre a demandé, etc. Et Tribor rabbinique non, il disait mais va t'arrêter à la ketouba, c'était le jour. Si tu abandonnes la ketouba, oui, c'était en automatique. Aujourd'hui, vous avez 80%, si pas plus, de mes clientes, et je crois que toutes les femmes qui donnent allez, on s'est à ketouba chez lui. Maintenant, il y a des conditions, évidemment, pour obtenir la ketouba. Mais aujourd'hui, vous avez dans toutes les... D'abord, ce que je conseille dans toutes les procédures de divorce, oui, de demander la ketouba, par principe, par principe, parce que c'est un droit de la femme, c'est par principe demander à la ketouba. Après, c'est vrai qu'il y a des conditions, qui est responsable du divorce, est-ce qu'il y a eu des problèmes de violence, est-ce qu'il y a des problèmes de tromperie, etc. C'est complexe. Mais à mon avis, le fait, si vous voulez, je trouve ça extraordinaire au niveau symbolique, si vous voulez, la ketouba qui est la base du mariage juif, qui a été oubliée, et tout d'un coup, ça revient, exactement. Alors, une question aussi et qui concerne, vous nous avez parlé de cette période de 60 jours où on essaye justement d'arriver à un accord. Il y a aussi cette notion de shalom bayit qui existe. Est-ce que vous conseillez aussi de ceux qui veulent divorcer de passer par ce processus? D'abord, ça, c'est quelque chose qui est aussi extraordinaire, à mon avis, parce que c'est unique en Israël, et c'est unique également dans les tribunaux rabbiniques. En fait, lorsque vous ouvrez cette période de 60 jours, au bout du compte, vous pouvez déposer une tviat gerushin, une demande de divorce, d'accord? Mais vous pouvez aussi arriver à un shalom bayit, Vous pouvez écrire un accord de shalom bayit, Écrire, voilà, dans un accord de shalom bayit, l'homme, il fera ça, ce qu'il fera, la femme fera ça. Au niveau financier, les partages, la responsabilité des enfants, toutes sortes de choses, comment je vais me conduire avec ma femme, comment je vais me conduire avec mon mari, etc. Un accord de shalom bayit, On reste marié. Non, on reste marié, on a un accord de shalom bayit. Maintenant, il y a une chose qui est encore plus complexe. Ça s'appelle en hébreu accord shalom bayit, les chilufin gerushin. Ça veut dire, je fais un accord de shalom bayit. Écoutez, c'est quelque chose qui est, à mon avis, quand j'ai raconté ça à une avocate, une amie à moi française, elle me dit, c'est pas possible, ça n'existe pas ce truc. J'ai vu, ça existe. On fait un accord de shalom bayit, c'est écrit tout ce qui est mais on fait aussi un accord de gerushin. Et dans cet accord-là, accord shalom bayit, les chilufin gerushin, ça s'appelle comme ça, il y en a énormément aujourd'hui. On dit que si au bout de temps, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être tout le temps, il y en a un des deux qui veut plus, eh bien, l'autre est obligé de venir et de donner le guet et de recevoir le guet. Et il y a, selon les conditions qui ont été écrites dans cet accord, qui est un accord et de shalom bayit et de gerushin. Et à mon avis, vous savez, c'est une dissolution pour des gens qui savent pas. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'histoires de divorce où il y a une crise totale. Il y a une crise totale entre l'homme et la femme. Il y a encore plus dans cette période de guerre. Encore plus dans cette guerre, il y a une augmentation énormément des problèmes de couple, etc. Ils savent pas très bien, etc. Et bien voilà, on fait shalom bayit, mais on va pas revenir dans 2 ans, recommencer tout à zéro. Non, on règle tout aujourd'hui. On règle aussi bien le shalom bayit et le gerushin. Et quand il y a des couples qui hésitent, je conseille vraiment d'aller dans cette direction. Alors, il y a aussi, vous faites partie d'une association internationale qui s'appelle une association du divorce collaboratif. Collaboratif. Ça s'appelle en hébreu Gerushin Beshituf Peula. Si je traduis mot à mot, parce que c'est le divorce collaboratif, c'est le mot officiel en France. Si je traduis mot à mot, c'est plus joli à mon avis en hébreu, c'est le divorce en coopération, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est une idée, c'est une organisation qui est née aux États-Unis il y a à peu près aussi une vingtaine d'années, qui est arrivée aujourd'hui également
en France aussi, dans le monde entier, en fait, également en Israël, et qui est une structure qui est très intéressante parce qu'elle dit, OK, on ne peut pas divorcer avec un avocat seulement. Ce n'est pas possible, OK, parce que un divorce, ce n'est pas seulement un truc de juridique, c'est aussi un truc émotionnel, etc. Et donc, en fait, le divorce collaboratif, ça met en jeu le couple et une équipe d'experts. Un avocat, OK, chacun a son avocat, un psychologue, OK, un économiste, quelqu'un qui est financier, un psychologue des parents, un psychologue des enfants, vraiment une équipe comme ça, toute une équipe autour. Le problème, c'est que ça coûte évidemment un peu cher, parce qu'évidemment, vous avez beaucoup de spécialistes, mais si je vois les divorces que j'ai menés avec ce système de divorce collaboratif qui est aujourd'hui très, très actif, en Israël, on est plusieurs, une centaine d'avocats et d'avocats rabbiniques qui gèrent ça. En fin de compte, les divorces se passent beaucoup plus rapidement, en fin de compte, donc ça revient moins cher au bout du compte, beaucoup plus rapidement et d'une manière beaucoup plus calme. C'est-à-dire que l'après-divorce, parce que c'est un vrai problème, les traitements des crises après-divorce, il y a beaucoup moins de crises après-divorce lorsque c'est traité de cette manière, si vous voulez, tellement et générale. Alors pour terminer, Cathy, vous en avez parlé au début, du droit à l'erreur lorsqu'on veut divorcer. Est-ce que dans le processus du divorce, est-ce qu'on a le droit à l'erreur ? On a le droit à l'erreur jusqu'au dernier minute. Et je vais vous raconter une histoire qui s'est passée cette semaine. C'est une histoire depuis 2 ans. Ok, on mène une histoire de divorce dure. Ok, une histoire de divorce dure. Et on arrive à Jérusalem en pleine guerre. Ok, tout est fermé pendant la guerre, mais les sidour guettes, c'est-à-dire que les guettes, c'est ouvert, d'accord, c'est autorisé. Et donc, on est venu pour le sidour guette, et voilà le rabbin qui vient et qui dit à la femme, si je t'aide, ok, si je t'aide, je vais te trouver quelqu'un, est-ce que tu n'aimerais pas sauver ton mariage? Et à ma stupéfaction, voilà la femme qui dit, vous pensez que vous pouvez m'aider? Il dit oui, je pense que je peux t'aider, je peux influencer ton mari. Et le guet a été gelé. Wow. Donc, je vais dire. Maintenant, je vais juste aussi, pour répondre à votre question, en Israël, dans le monde juif, il y a quelque chose d'extraordinaire, qui est une des grandes mitzvahs, qui s'appelle les Herzir et Gros Château. C'est pas valable quand on est Cohen, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les Herzir et Gros Château? C'est-à-dire que vous pouvez divorcer, et vous pouvez vous remarier avec la même personne. Et souvent à Tel Aviv, ça se passe souvent à Tel Aviv, ils aiment beaucoup ça. Tout d'un coup, vous voyez des fleurs, des bébés, qu'est-ce que c'est cette histoire? Eh bien, c'est le Dayan qui a fait le divorce et qui refait le mariage au même endroit où a été fait le divorce. Donc, pour répondre à votre question, dans le monde juif, non seulement le divorce est accepté, mais également le droit à l'erreur du mariage, mais également le droit à l'erreur du divorce. Et là, on peut on peut se remarier. En tout cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'il faut bien sûr avoir de bons conseils et être entouré de bonnes personnes. Crucial. C'est très important. C'est crucial. Très bien. Merci beaucoup, Cathy, et à très bientôt. Merci, Olivier.